bienvenue. Vous écoutez la 3e rubrique de l'épisode 3, saison 4 du podcast L'entrée des coulisses. Pour écouter l'épisode en intégralité et accéder à toutes les informations, suivez le lien dans la description. Bonne écoute. Allez zou, en coulisses. Sans transition, derrière la 3e porte des coulisses, c'est généralement Marion qui nous accueille. Marion, cette fois-ci, va nous dire tout ou presque sur la bataille d'Hernani. Comment l'année 1830 a révolutionné le théâtre ? Le 25 février 1830 se déroule à Paris la plus fameuse bataille que n'aient jamais livrée les hommes de plume et les artistes. Elle reste connue sous le nom de bataille d'Hernani, du nom d'une pièce de Victor Hugo que l'on jouait ce soir-là pour la première fois à la Comédie Française. En effet, le drame romantique de Victor Hugo, Hernani, déclenche, au moment de sa sortie, une polémique si forte qu'on la qualifie de bataille. Victor Hugo, alors âgé de 27 ans au moment de la première, est déjà un écrivain à succès. Il anime le Cénacle romantique, l'un des salons littéraires confidentiels dans lequel se réunissent des jeunes romantiques en quête de gloire et de reconnaissance dans les années 1820. Le Cénacle tient ses réunions chez Hugo lui-même, à Paris, rue Notre-Dame-des-Champs, dans la chambre aux lys d'or. Cette chambre tient son nom de la fleur remportée par Victor Hugo à l'âge de 17 ans aux Jeux Floraux de Toulouse. Dans ce cercle, on y rencontre Balzac, Nerval, Vigny, Musset, Dumas, le critique littéraire Sainte-Beuve. Bref, que du beau monde. Le jeune Hugo lit lors de ses réunions ses œuvres poétiques. Il fait figure de chef de file et sa puissance créatrice suscite l'admiration de ses invités. La réunion du 30 septembre 1829 est consacrée à la lecture d'Hernani. Elle annonce la prochaine bataille. On s'enthousiasme pour cette pièce qui brise les canons du théâtre classique, et notamment les 3 unités de temps, de lieu et d'action énoncées par Boileau sous le règne lointain de Louis XIV. Arrive le jour de la première à la Comédie Française, et c'est Adèle Hugo, la femme de l'auteur, qui nous raconte dans son livre Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, publié en 1863, les heures précédant le spectacle. Je cite. « Toute la bande entrée, la petite porte fut refermée. Voilà tous ces beaux jeunes gens obligés d'attendre depuis 3 heures jusqu'à 7 sur leur banquette sans pouvoir bouger. Sachant d'avance qu'ils allaient être mis sous le séquestre, ils avaient fait provision de pain, de cervelas, de fromage, de pommes, de tout ce qui pouvait être emporté dans les poches. Au moment qu'ils avaient arrêté pour leur repas vers 5 heures, ils se mirent à cheval sur les banquettes et formèrent, en se faisant vis-à-vis, des espèces de tables. Ils prolongèrent le plus longtemps possible cet attablement pour tuer le temps. Ils étaient encore à leur couvert quand le public commença à entrer dans la salle. Grande fut sa stupéfaction et celle des beaux messieurs et des belles dames en voyant ces individus barbus, chevelus, ayant poil partout sur la tête, dévorant de la nourriture, accroupis, à cheval, étendus sur les banquettes, tous dans des positions malaisantes et choquantes. Lorsque l'auteur se présenta chez son actrice avant le lever de rideau, comme il était à son habitude, Mademoiselle Mars lui dit, de cet air de maîtresse d'école revêche qui lui était particulier, « Vous en avez de jolis amis, monsieur. Je vous fais mon compliment. Madame, vous serez peut-être bien aise ce soir de retrouver mes amis pour combattre vos ennemis, » lui répondit Hugo. Puisque désormais, selon l'auteur, il n'y a plus ni règle ni modèle. Les tenants de la tradition s'attendent au pire. Et ils ont raison. La pièce raconte l'histoire d'amour malheureuse d'un proscrit, Hernani, pour une jeune infante, Donna Sol. Au nom de la liberté du créateur, Victor Hugo ne respecte aucune des 3 unités chères au théâtre classique. Sa pièce ne se passe pas dans un seul lieu, ni sur une période de temps réduite, et l'intrigue n'est pas unique. Hugo refuse aussi le rythme classique des Alexandrins au nom du respect du naturel. Ses personnages ne parlent pas en vers et ne font pas de rime. Ni tragédie, ni comédie, la pièce mêle moments comiques et rebondissements tragiques.
La rivalité entre le roi d'Espagne Hernani et Don Gomez da Silva pour Donasol entraîne à la fois de grands malheurs et des moments de joie. Hernani et Donasol se marient finalement, mais ils sont contraints au suicide. Les décors se succèdent, les personnages vieillissent en quelques mois en un entracte, la bienséance est ridiculisée, en témoigne une armoire à balai où est obligé de se cacher le roi d'Espagne. Remonté à bloc, échauffé par de longues discussions préliminaires, les jeunes France et chevelus romantiques du parterre, parmi lesquels se signalent Gérard de Nerval et Théophile Gautier, revêtus pour l'occasion d'un gilet rouge flamboyant, insultent copieusement les perruques et les anciens des tribunes, qui restent eux fidèles aux règles classiques. Très vite on en vient aux mains. On se bat et l'on joue du poing au milieu des fauteuils d'orchestre. Situation politique paradoxale, les opposants au drame, admirateurs du théâtre classique sont des libéraux, voire des républicains, alors que les bruyants jeunes hommes barbus et chevelus groupés autour de Gautier sont pour la plupart royalistes et conservateurs. Hugo, chef de file des Jeunes France, assiste à la bagarre en gardant ses distances, toujours beau, élégant et strict. Les lendemains sont plus tristes. Victor Hugo s'apprête à publier un nouveau roman à succès, Notre-Dame de Paris, et tout à son travail, il ne voit pas que les visites de Sainte-Beuve à son domicile ne sont plus guère motivées par des batailles poétiques. Sainte-Beuve est devenue l'amant d'Adèle Hugo, et il rompt avec son ami. L'amertume d'Hugo transparaît dans l'intitulé de ses recueils de poésie suivants, Les feuilles d'automne, Les chants du crépuscule. La liaison engendre une haine tenace entre les deux anciens amis. Sainte-Beuve, dans ses articles, traite Hugo de Polyphème et de Cyclope. Ce dernier réplique en le traitant de Sainte-Bave. Mais Hugo ne tarde pas à prendre sa revanche avec l'actrice Juliette Drouet, qu'il rencontre à la faveur des répétitions de Lucrèce Borgia. Le cénacle se disperse, mais la fabuleuse créativité littéraire des romantiques n'en est encore qu'à ses débuts. Elle s'épanouira sous le règne tranquille du Louis-Philippe Ier. La révolution romantique ne s'est pas limitée qu'au théâtre. L'année d'Hernani et de sa bataille est aussi celle de la symphonie fantastique de Berlioz, où Berlioz ordonne à l'orchestre de murmurer, chanter, crier et même d'hurler, quand les anciens, eux, cherchaient une musique plus claire et distincte, en utilisant pour cela la sonorité native des instruments. De plus, l'œuvre comporte 5 mouvements et non 4, comme c'était alors la règle pour les symphonies de l'époque. 1830, c'est aussi l'année du Rouge et du Noir de Stendhal, et celle des Trois Glorieuses, une drôle de révolution sentimentale, violente et réactionnaire, à l'image de nos poètes et de leurs batailles. Voilà, maintenant vous savez tout ou presque de la bataille d'Hernani. Et voilà, c'est terminé. Je vous retrouve sur le compte Instagram de l'entrée des coulisses pour échanger sur cet épisode et aussi vous donner d'autres informations comme les coulisses du podcast lui-même. N'hésitez pas à m'y faire signe et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et suivant la formule consacrée pour clore un épisode, vous vous souvenez de la phrase, vous la dites avec moi ? Oui, c'est ça. Allez, on referme les coulisses.